Salut tout le monde et bienvenue dans une série de vidéos un petit peu alternatives à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Alors vous avez été assez nombreux à me demander de vous faire des vidéos sur Bali, qu'il s'agisse de mes amis dans le cercle privé, des gens avec lesquels j'échange sur les réseaux sociaux ou même tout simplement des membres de ma famille ou de mes clients. Bref, Bali c'est un petit peu votre rêve à tous et visiblement vous avez soif d'informations. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette petite série de vidéos pour traiter un maximum de vos questions et vous apporter les meilleures réponses possibles. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais juste vous informer que je suis dans l'espace de travail commun, donc vous allez peut-être voir passer des gens derrière moi ou entendre du bruit un petit peu. J'y peux rien. De même, pareil, si à un moment je me retrouve à contre-jour, je fais un peu ce que je peux avec l'éclairage. Ici, j'ai pas ramené mon matériel à l'autre bout du monde. Du coup, peut-être qu'à un moment le soleil va tourner, va passer un petit peu derrière moi et je serai à contre-jour. Je ne peux pas y faire grand chose malheureusement. Donc au programme de la vie d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 points. Tout d'abord, une des questions les plus simples à répondre, mais pourtant à laquelle il semblerait que peu de personnes aient la réponse, c'est comment aller à Bali, et je vais vous dire combien ça va vous coûter de partir de là où vous êtes pour aller là où vous voulez arriver, en l'occurrence à Bali. Ensuite, je vais vous montrer le premier logement dans lequel j'ai résidé. Vous avez été plutôt nombreux sur Insta à me dire que c'était tout simplement extraordinaire et du coup, je vais me permettre de flex un petit peu et de vous montrer un peu plus en détail ce qu'on avait dans le premier logement que j'ai occupé pendant une semaine à Bali, donc qui représentait mes vacances. Et enfin, après quelques jours sur place, je vais vous partager mes premières impressions avec Bali. Allez, let's go! Bon, cette question est plutôt simple, Vous montez dans un avion dans un pays et vous descendez de l'avion dans un autre pays, C'est pas plus compliqué que ça. Non, en réalité, c'est un tout petit peu plus technique que ça, parce que si c'était vraiment si facile, tout le monde le ferait. Alors déjà, il y a de très grandes chances que vous soyez obligé de faire des escales ou des transferts, et ce, peu importe d'où vous partez, tout simplement parce que l'aéroport de Denpasar, qui est la grande ville de Bali, c'est un petit aéroport et du coup, les vols internationaux n'y sont pas très bien desservis. À moins que vous ne partiez d'un autre pays d'Asie et que votre point de départ ne soit pas trop loin, il vous faudra probablement au moins faire escale à Jakarta. Alors nous, pour prendre notre exemple, on est parti de Francfort en Allemagne. On a eu un vol jusqu'à Doha au Qatar où on a fait notre premier transfert. Là, on a eu un second vol qui nous a emmené jusqu'à Jakarta. Et enfin, on a eu un troisième vol avec une petite compagnie locale qui nous a emmené jusqu'à l'aéroport de Denpasar à Bali, enfin. Au total, ce petit manège a pris une trentaine d'heures. On est parti lundi matin à 5h30 et on est arrivé mardi dans l'après-midi, un peu après 15h. Sachant qu'il faut rajouter dans cette équation les 6 heures de décalage qu'il y a entre la France et Bali. Alors ce genre de voyage, c'est plutôt épuisant. Donc si vous pouvez dormir dans les transports en commun, notamment dans l'avion, je vous le recommande vivement, parce que moi, je ne peux pas et je peux vous dire que j'étais vraiment cassé quand je suis arrivé à Bali. Pour info, je crois que je suis allé me coucher vers 19h le soir. Au niveau du prix, ça va un petit peu dépendre de là où vous partez, mais nous, on a bien regardé, on a bien cherché et on a déduit que si vous arrivez à faire votre aller-retour pour moins de 1500 €, alors vous êtes en train de faire une plutôt bonne affaire et vous devriez pas trop hésiter à prendre votre billet parce que généralement, la tendance du prix est grimpante. Enfin bon, moi je vous annonce 1500 €, mais il y a une semaine, ma mère elle a réservé son aller-retour, elle a payé moins de 800 €, donc il y a malgré tout des pépites qui traînent. Ensuite, pour comparer tous les vols de toutes les compagnies, de tous les horaires et tous les prix, c'est un véritable calvaire, Vous allez littéralement y passer des jours entiers, si ce n'est des semaines, et pour ça, je vous recommanderais tout simplement d'utiliser un outil magique, un comparateur de vol en ligne. Nous par exemple, on a utilisé Momondo, vous entrez d'où vous partez, où vous voulez arriver, les dates de votre voyage, et là, le comparateur va vous trouver toute une série de voyages, certains pas chers du tout, avec plein d'escales, certains super chers, quasi direct. Bref, vous trouverez votre bonheur, il y en a pour tous les budgets et pour toutes les tranches de temps de vol. Salut bonhomme. Bon j'ai un visiteur qui est venu me voir dans ma vidéo. Il est vraiment trop mignon. Le chien il sera en fond pendant un petit moment. Nope. Ah non, il part déjà. Pensez juste à bien vérifier sur le site de chaque compagnie que vous vérifiez si vous ne trouvez pas le même vol aux mêmes horaires pour moins cher, tout simplement parce que Momondo, il faut bien qu'ils vivent et probablement ils se prennent des fois une petite marge sur le vol. Ça vous permettra également d'avoir accès à des infos qui sont plutôt utiles, comme par exemple, est-ce que vous avez droit à un bagage en soute? Est-ce que vous avez droit à 2 bagages en soute? Est-ce que le bagage est en supplément? Quelle est la limite de poids? Bref, tout ça, c'est pas écrit sur Momondo, vous allez devoir trouver ces infos sur le site de la compagnie. Concernant ce que nous, on a payé, notre vol aller nous a coûté 680 € et notre vol retour nous en a coûté
830, donc on est juste un petit peu au-dessus de 1500 €. Nous, on estime avoir eu des prix plutôt corrects. Alors évidemment, on aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir un meilleur prix, on aurait pu atterrir aux alentours de 1300 €, peut-être même un petit peu moins, mais on s'est dit, on n'a pas envie de faire une fois un trajet de 30 heures de voyage et de se taper la même chose au retour. Non, ça nous a déjà mis en PLS les 30 heures de voyage à l'aller, on s'est dit, on n'aura peut-être pas envie de le refaire et on a bien eu raison de prendre un vol quasi direct. On a une seule escale, on n'a que 18 heures de trajet, donc c'est pratiquement 2 fois plus rapide, parce que avec ce que ça nous a fait à l'aller, moi j'ai pas envie de recommencer. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à la question comment se rendre à Bali. Si j'ai oublié un élément en particulier, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé pour ceux qui ont mes réseaux sociaux. Je répondrai du mieux que je peux et si votre question est suffisamment pertinente, je la traiterai même peut-être en vidéo. Maintenant, passons à la partie où je vais flex un petit peu. Je vais vous présenter la villa dans laquelle j'ai passé la première semaine de mon séjour à Bali. Ok, pour vous placer un petit peu le contexte, la première semaine de notre arrivée à Bali, pour moi, c'était full vacances. J'ai complètement coupé le business et on s'était réservé une villa absolument magnifique. Donc évidemment, c'est pas la villa dans laquelle je suis en train de tourner, puisque vacances c'est vacances. Je vais pas tourner une vidéo pendant mes vacances, mais elle était géniale et je vais vous la présenter dans un petit instant. Donc cette villa, on l'a réservée sur Booking. Elle s'appelle Desa He et c'était un contexte absolument particulier puisqu'en fait il s'agit d'une villa privée dans un complexe hôtelier. Concrètement, ça signifie tout simplement qu'on n'a rien à penser du tout. Le ménage est fait, on nous apporte le petit déjeuner, on nous fournit des produits. Bref, le grand luxe, c'est vraiment l'ambiance vacances. Il y a également du personnel qui se balade et qui est là pour répondre à nos divers besoins. Il y a un restaurant, il y a une piscine géante avec des transats autour. Bref, comme je viens de l'indiquer, c'est un lieu idéal pour passer de superbes vacances. Au niveau du budget, on a été un petit peu moins regardant parce que c'était notre semaine de vacances et on avait décidé de se faire plaisir. Donc on a payé 1100 € pour la semaine. Mais nous, on estime que ça les vaut vraiment parce que le cadre est tout simplement magnifique. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer ce magnifique cadre dans lequel j'ai évolué pendant une semaine. C'est parti. Ok, alors comme vous pouvez le voir, la villa dans laquelle je suis, elle est vraiment au milieu de la cambrousse. Il y a juste une route qui passe devant et autour, il n'y a absolument rien. Alors, on va peut-être entendre pas mal de motos passer parce que c'est quand même le mode de déplacement principal ici. Et sinon, vous voyez bien que autour de moi, il y a pas grand chose. Et en fait, notre villa, elle est tout au fond de cette allée. Donc, on va se téléporter, on va faire un petit bond dans le temps. Hop! Donc, nous voilà tout au fond de la petite allée et c'est parti. Regardez déjà l'entrée, comme elle est mignonne. Et là, on arrive dans un petit coin de paradis. Donc, tout de suite à droite, vous avez la réception qui vous attend, qui vous accueille. Vous avez une super belle piscine qui est bien spacieuse avec de la végétation absolument partout. C'est magnifique. Par là-bas, vous avez les premières villas. Hop, ici, vous avez un petit espace bar dans lequel vous pouvez manger, vous pouvez boire. Généralement, on prend nos repas ici, donc on va aller faire un petit tour. Hop, on va s'approcher un petit peu. Bon, pas trop parce qu'il y a des gens quand même. Mais vous voyez un bel espace bar dans lequel on peut se poser et on peut boire et manger. Et si vous voulez aller voir la villa, c'est par là. Il y a un petit chemin, hop, juste ici. On traverse la jungle. C'est vraiment littéralement la jungle. Alors il faut faire un petit peu attention parce que le calier, il est un petit peu abrupt. Pardon. Hop. Donc c'est magnifique, vraiment. Le cadre est spectaculaire. Il y a de la végétation à gauche, à droite. Et puis là, vous voyez, hop, il y a des portes. Et chacun a sa petite villa. Et donc la nôtre, c'est celle qui est tout au fond. Donc je vais vous montrer. Regardez comment ces portes, elles sont magnifiques. Rien que les détails de la porte, je trouve ça absolument incroyable. Vraiment, je suis sous le charme. Alors bon, pour les ouvrir, il suffit de pousser. C'est pas bien compliqué. Et là, une villa absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, elle est bien spacieuse. On a de la place, on a de la verdure aussi. Nous, on a bien évidemment une petite piscine privée. J'ai failli me casser la gueule. J'ai pas vu la première marche. Avec un petit hamac, de la végétation. La villa, elle est... Bon, du coup, là, on a fermé pour éviter que la chaleur, elle rentre. Hop, je vais faire un petit tour par là pour vous montrer de plus loin. Hop. Là derrière, on a un petit passage secret, on a un super fauteuil. Je n'ai jamais été aussi bien assis que dans ce fauteuil qui est suspendu. Hop, là on a le petit espace avec le hamac. Et quand on regarde la villa dans son ensemble, on se rend compte que c'est bien grand, c'est haut, le plafond est vraiment très haut.
Et maintenant, je vais aller vous montrer l'intérieur de la villa. C'est parti, observez cette magnifique villa. Alors, il y a un petit peu de bordel parce qu'on a mis nos affaires, hein, mais sinon, regardez à quel point c'est beau à l'intérieur. On a une belle vue sur la piscine, on a un lit qui est immense. On a de quoi s'asseoir, on a une super baie vitrée sur le côté où on voit sur la végétation. Vraiment, on est sous le charme. La télé, elle est immense, elle est sur bras, donc on peut la tirer, on peut la faire sortir jusqu'à la mettre là à peu près pour la regarder depuis le lit ou depuis les transats ou depuis la piscine. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur, c'est vraiment sublime. Alors vous voyez, oh, salut, c'est moi ça. Vous voyez les superbes décorations qu'on a. Alors du coup, la porte, elle est grande ouverte, mais je vais aller la fermer dans un petit instant. La porte de la salle de bain, elle est énorme, elle est même super lourde, c'est difficile de l'ouvrir, de la fermer. Mais elle est magnifique elle aussi, donc là je vais juste fermer la porte pour pouvoir vous montrer même le mini-bar auquel on a accès. Alors je vais allumer la lumière parce qu'il fait un petit peu sombre. Hop, le mini-bar auquel on a accès, donc là on peut consommer absolument tout, hein, tout est gratuit, sauf l'alcool. Donc vous voyez une fois de plus, hein, il y a une magnifique décoration. On a un frigo dans lequel on peut stocker un peu tout ce qu'on veut. Donc on a mis nos thermos dedans, je ne sais pas si ça va refroidir l'eau, mais on a aussi des bouteilles d'eau plate qui sont mises à disposition. Et on a également des boissons sucrées. Alors on n'en a pas bu, surprenant, elles sont offertes avec, hein, elles sont pas en supplément, il n'y a que l'alcool qui est en supplément. Mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc la salle de bain, elle est extraordinaire, hein, elle aussi. Donc une fois de plus, on a un petit peu nos affaires qui traînent. Je vais allumer la lumière quand même, hop. Donc les miroirs, ils sont immenses. Juste derrière, on a une vitre avec un beau mur en pierre avec quand même de la végétation devant. La douche, elle est absolument immense, hein. Vous pouvez voir que on a une douche au plafond avec bien évidemment une autre baie vitrée. Alors cette porte, elle s'ouvre, mais je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est super lourde, elle est super pénible. Avec derrière une magnifique baignoire en pierre qui est à l'extérieur, hein. La baignoire est à l'extérieur, au milieu des plantes. Donc moi, j'avais jamais vu ça. Je suis complètement fan, hein. Plus tard, ma maison, je pense qu'il y aura ça aussi dedans. Et donc, le dernier coin, hein, qui est, mine de rien, tout aussi important, on a des toilettes quand même, hein. On n'est pas des sauvages. Et donc voilà pour cette petite visite de la villa. Admirez la magnifique vue qu'on a au réveil, c'est vraiment splendide. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve en format face caméra pour continuer à discuter de mes premières impressions sur Bali. Bon, du coup, comme je l'ai indiqué juste avant, hein, là je suis déjà dans une autre villa. Si vous en faites la demande, je vous ferai aussi un tour du propriétaire. C'est un cadre sympathique aussi. C'est clairement moins luxueux, moins vacances, mais on n'est quand même pas à plaindre. Bon, et maintenant que j'ai terminé ma petite session vlogueur lifestyle, je vais vous dire quelles sont mes premières impressions sur Bali. Bon, alors une chose est sûre, Bali c'est un autre monde. La coupure entre notre mode de vie occidental et ici est vraiment super brutale. Là je me rends compte à quel point vivre en France ou en fait dans n'importe quel pays occidentalisé en fait c'est tout simplement arriver sur terre avec le mode facile activé, hein. On est entouré d'un confort qu'on a peut-être un petit peu trop tendance à prendre pour acquis. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'eau potable au robinet à Bali, hein. Si vous buvez cette eau, vous allez tomber bien malade, ce qui signifie donc que vous devez faire vos stocks d'eau potable au préalable. Ça signifie que pour une raison X ou Y, vous tombez en rate d'eau potable, vous allez soit devoir faire une sortie improvisée pour aller vous ravitailler, soit vous allez devoir vous retenir de boire jusqu'à ce que vous puissiez mettre la main sur de l'eau propre à la consommation. Alors bon, j'ai entendu parler d'une technique un petit peu survivaliste qui consiste à faire bouillir l'eau, hein, puisqu'apparemment ça la rendrait potable, mais bon, moi perso je n'y risquerais pas, hein, puisque j'ai tout simplement des bouteilles d'eau à disposition. Ensuite, dans les coins de Kuta ou de Denpasar, c'est déjà beaucoup plus touristique et c'est déjà beaucoup plus urbanisé, donc on va retrouver quelques-uns de nos codes plus occidentaux. Par contre, dans le coin où moi j'avais ma villa, hein, dans une zone un petit peu plus reculée de Canggu, là c'était vraiment rural à fond. Quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on voit au premier coup d'œil quelles sont les infrastructures qui ont été construites pour les touristes et quelles sont les infrastructures qui ont été construites par et probablement pour les locaux. On se retrouve avec des paysages un petit peu atypiques dans lesquels vous allez voir des beaux bâtiments super bien construits, luxueux d'un côté de la route, et juste en face vous allez voir une vieille bicoque construite avec 4 bâtons, 2 plaques de tôle et une corde. Au début c'est plutôt perturbant et c'est assez représentatif de l'écart monstrueux de richesse qu'il y a entre les touristes ou les nomades et tout simplement les gens qui vivent ici.
Sinon, de ce que j'ai pu constater aussi pour se déplacer ici, le scooter est roi, hein, parce que les routes ne sont pas larges, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de panneau de signalisation, rien. C'est encore le moyen le plus rapide et le plus fiable d'aller d'un point A à un point B rapidement. Et je vous vois venir, hein, n'imaginez même pas être le roi du monde avec votre petit vélo pour vous sentir éco-responsable et tout le tralala, hein, parce qu'ici il y a tellement de pentes qu'à moins d'être un athlète, vous allez probablement vous effondrer au bout d'1 kilomètre à peine. Et en plus de ça, il fait 30 degrés et humide en permanence, donc bonne chance. Alors moi j'ai pas le droit de rouler ici, hein, parce que j'ai pas fait mon permis international avant de partir, et j'ai d'ailleurs été assez surpris qu'il soit nécessaire, ne serait-ce que pour rouler un petit scooter, hein, qui a pas beaucoup de puissance. Puis j'ai vu la manière dont les gens roulent ici et j'ai immédiatement changé d'avis. À moins d'être un aficionado du scooter, monter là-dessus sans aucune expérience, c'est du suicide. Alors c'est assez amusant parce que du coup il faut un permis pour conduire ces engins, mais quand on regarde les gens rouler, on a l'impression que personne ne l'a passé. Vous savez, cette expression qu'on utilise en France quand on voit quelqu'un se rabattre et tourner sans mettre son clignotant, et là généralement on va dire bah alors le clignotant c'est une option. Bah ici c'est un petit peu pareil, on pourrait reprendre la même expression mais un tout petit peu différent. On pourrait dire bah alors le code de la route c'est une option. Les intersections par exemple ici c'est un joyeux bordel organisé, hein. Pas de feu rouge, pas de panneau stop, pas de priorité à droite, rien de tout ça. Les gens avancent, regardent un petit peu si ça passe, si slalom entre les autres usagers et ils traversent comme ça. J'ai l'impression que conduire ici est un véritable exercice de concentration extrême et je suis finalement pas déçu de ne pas avoir le droit de conduire parce que je me serais probablement tué dans les 100 premiers mètres. Un autre élément qui a attiré mon attention, c'est à quel point les commerçants du coin sont avenants. Si certains d'entre vous ont déjà été dans des pays du Maghreb et ont déjà été au souk notamment, vous devriez savoir que là-bas les gens sortent de leur magasin pour vous suivre et vous proposer d'acheter ci ou ça pour pas cher, pour reprendre l'expression. Alors ici c'est un chouïa pareil, sauf que bon, les commerçants sont un petit peu moins insistants. Par contre, vous ne passerez devant aucune boutique sans qu'on vous accoste. Et oui, hein, je suis très clair dans mes mots et j'ai bien choisi les termes que j'emploie, j'ai bien dit aucune boutique. On a littéralement dû apprendre à dire non merci, nous ne sommes pas intéressés en indonésien parce qu'on a passé notre temps à dire no thank you, mais on n'avait pas l'impression que tout le monde comprenait. Pour ceux qui sont familiers avec le langage des jeux vidéo, j'avais un petit peu l'impression à certains moments que les commerçants c'était tout simplement des PNJ avec une zone d'aggro et dès que vous mettez un pied dedans, ils marchent vers vous en récitant leur ligne de dialogue préenregistrée. Bon, le point positif c'est qu'ils sont pas trop insistants, hein. Généralement vous leur dites non une fois et vous répondent ok bye à la prochaine et c'est réglé. Mais on a aussi déjà fait face à des gens qui comprennent pas du tout le refus, à qui on a dû dire non 3 ou 4 fois d'affilée et à qui on a dû finir par tourner le dos et partir puisque tout simplement ils n'arrêtaient pas de poser des questions, à nous proposer produit 1, produit 2, produit 3 malgré le fait qu'on réponde no à chaque fois. Enfin, le dernier point que j'aimerais soulever, c'est à quel point ici la vie n'est pas chère. C'est ce qu'on entend absolument partout, c'est à quel point la vie à Bali c'est pas cher. Et moi, pour être parfaitement honnête avec vous, au début j'étais un petit peu sceptique et j'y croyais pas trop. Ce que moi je me disais, c'est que ce genre de tarif était pratiqué dans les zones giga rurales dans lesquelles personne ne va jamais et que nous, dans notre coin plutôt occidentalisé, hein, aux alentours de Canggu, on allait avoir droit à des prix comme à la maison ou comme à la maison moins 10%. Bref, je pensais pas que je serais beaucoup plus libre financièrement qu'en France. Eh bien, figurez-vous que j'avais tort, je me trompais sur toute la ligne. Ici, vous prenez les prix que vous avez en France et vous pouvez faire facile moins 60%, voire même moins 80% sur certains produits. Bon, bien évidemment, tout ce qui est importé s'échange forcément beaucoup plus cher. Par contre, les produits locaux s'échangent littéralement contre une bouchée de pain, hein. Ça fait peur de le dire, mais c'est presque pas une expression imagée. Ici, ça arrive très fréquemment qu'on mange de très bons repas, hein, assez copieux avec entrée, plat, dessert, boisson, et qu'on s'en sorte pour moins de 20 € à 2. Alors juste petit point de vigilance, ici c'est comme aux États-Unis, quand vous allez au restaurant, le prix qui est affiché sur la carte, c'est pas le prix que vous allez payer, tout simplement parce qu'ici sur la carte, ils n'affichent pas le prix de la taxe ni le prix du service. Donc un petit écart entre ce qui est affiché et ce que vous allez réellement payer, mais généralement c'est pas grand chose, hein. La taxe ici c'est 21%. Sinon, pour notre plus grand bonheur ici, les massages sont disponibles absolument partout et ne coûtent absolument rien. En France, vous allez difficilement trouver un massage d'une heure à moins de 70 € ou alors je sais pas où vous allez, mais vous pouvez me donner l'adresse. Ici on s'est déjà fait masser 1 heure à 2 pour 225 000 roupies, c'est moins de 15 €, hein, c'est même 14,95 pour être précis, et je répète, c'est le prix qu'on a payé à 2 pour 1 heure de massage chacun. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'on paye notre massage environ 7 € chacun, et pour les gros fans de massage que nous sommes, moi je peux vous l'annoncer, hein, on va probablement y aller au moins 2 fois par semaine. Bon, voilà qui conclut mes premières impressions sur Bali. Je vous ferai probablement d'autres vlogs dans lesquels j'aborderai d'autres thématiques. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez également m'envoyer des messages privés sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, hein, c'est là-bas que j'ai toute mon aventure avec mon business de vidéos, etc. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!